Bonjour à toutes et à tous, Solène Brugère. Je suis très heureuse et honorée d'ouvrir cette deuxième journée après la journée d'hier qui était passionnante, riche et effectivement animée par des interlocutrices et interlocuteurs de grande qualité. Alors moi je suis avocate depuis presque 20 ans maintenant. Il y a 20 ans, je tirais au sort un sujet pour le grand oral de mon CAPA, la santé à tout prix. Et je ne sais pas si la santé à tout prix, PRIX, en tout cas la santé a effectivement pris un rôle très important dans ma vie. J'ai d'ailleurs même fait un DU de droit médical à la fac de médecine Pierre et Marie Curie, avec un mémoire sur le circuit du médicament dans les EHPAD, donc déjà intéressé par la gestion des risques et la santé dans toutes ses acceptions. Et en 20 ans, auprès des entreprises de tout le secteur de l'économie, mais particulièrement en santé, et depuis 10 ans auprès des acteurs de la silver economy, eh bien, j'ai eu la possibilité d'agir dans différents secteurs en fait, qui touchent la santé avec cette déclinaison. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé d'animer cette table ronde en même temps qu'intervenir, puisque cette idée, le fil rouge de cette table ronde, c'est le droit à la santé, et la santé dans toutes ses déclinaisons sur le terrain, avec ses enjeux, ses défis, et notamment pour les seniors qui présentent des besoins spécifiques. Alors, par exemple, en matière de droit à la santé pure et médicale, j'ai pu avoir des sujets sur les laboratoires pharmaceutiques, le problème de livraison des médicaments, le problème d'interactions médicamenteuses qui ont des conséquences terribles pour les seniors, pour le domicile, des contrats, le problème des aidants, de l'accompagnement évidemment crucial, pour la compagnie des aidants aussi, tout ce juridique, ce tout venant après pour ces proches qui sont au cœur évidemment du rôle, qui ont un rôle social fondamental, des EHPAD qui ne sont pas dénués de problématiques, et la nutrition aussi, même avec une gériatre, comment gérer le stress, la prévention des maladies, notamment des seniors par l'alimentation, donc ça c'est la nonne, ou encore différents sujets que nous aurons l'occasion d'évoquer. Donc je vais vous présenter, nous allons aborder le sujet par rapport à l'accès aux soins, du côté gériatre, les médicaments, et toute cette déclinaison avec donc, nos interlocuteurs de grande qualité que je vous demande d'applaudir. Alors nous allons commencer par professeur Olivier Guérin, qui est gériatre, qui est une figure incontournable du monde de la gériatrie en France, avec, vous avez son CV et ses expertises surtout qui sont cruciales en France. Alors on avait préparé des questions ou pas, et puis vous avez décidé de disrupter, de prendre possession, de profiter de cette table ronde qui vous est offerte pour nous parler, pour dynamiter le système de soins actuel, en tout cas votre vision, pour justement, ou les besoins qui n'existent pas encore et qui vous allez nous expliquer, pour permettre d'améliorer la santé des seniors, tout le monde, avec leur diversité, le handicap, les femmes, les seniors, les hommes, les villages, les villes. Donc si vous pouvez vous présenter d'abord quand même, et puis nous, voilà, carte blanche sur votre vision. Attention. Je vous remercie pour la carte blanche. Alors du coup, j'ai 1h30, c'est bien ça, hein? Merci de votre sollicitude. Vous êtes tous passés au petit coin pour être confortables. Je ne vous lâche plus. Donc je suis ravi d'être là, tout d'abord. Merci à Guy Birenbaum pour son invitation dans ce cercle que je trouve très prestigieux et qui est une part importante de l'histoire de notre République. Et moi, ça me touche, ce genre de choses. C'est peut-être mon côté ancien élu aussi qui veut ce côté émotionnel pour moi d'être dans des cercles comme celui-ci. Moi, je suis professeur de médecine en gériatrie. Je suis j'étais président de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Maintenant, je suis président du CNP, c'est le Conseil national professionnel. Ce sont des organes qui ont été créés par la loi de modernisation de la santé de Marisol Touraine, et qui regroupent l'ensemble d'une discipline sous tous les modes d'exercice, et qui sont regroupés au sein de la Fédération des spécialités médicales. Pour faire court, parce que vous voyez, comme ça j'explique, c'est le seul corps intermédiaire légal médical en France, avec l'ordre. Et les CNP sont regroupés au sein de la société, de la Fédération des spécialités médicales. Pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent du fonctionnement du Royal College au UK ou au Canada, mode anglo-saxon
par exemple. Voilà. Le thème de la table ronde, parce que tous les thèmes m'intéressent, vous imaginez bien, c'était une grande discussion avec Guy pour savoir si j'avais le droit d'intervenir dans toutes les tables rondes. Il m'a dit quand même, c'est un peu compliqué. Les besoins spécifiques des seniors en matière de santé, je trouve ça assez intéressant parce que je vais vous raconter ce qui m'anime en ce moment et d'où ça vient. J'ai, pendant presque 3 ans, participé aux côtés de Jean-François Delfraissy au Conseil scientifique Covid-19 pour le Président de la République et l'exécutif, et intéressé particulièrement par les personnes âgées. Je ne faisais pas partie du Conseil initialement, j'y suis rentré quelques mois plus tard, notamment parce que j'ai beaucoup crié sur la façon dont avait été géré le premier confinement et les conséquences sur les personnes âgées. Et en bonne pratique politique, on m'a mis dedans pour que j'essaie de pousser les arguments que j'avais au sein de cette communauté de scientifiques, extrêmement intéressante d'ailleurs, c'est une vraie famille, le Conseil scientifique. Qu'est-ce que c'est qui m'a choqué? Je donne un exemple. On a été parmi les plus mauvais en Europe pour vacciner les plus de 80 ans. On a été parmi les plus mauvais. On a abandonné 12% de la population des plus de 80 ans qu'on n'a pas pu vacciner, et c'était évidemment pas du vaccinoscepticisme, c'était simplement qu'on était dans l'incapacité d'aller les vacciner. Les Anglais ont fait 100%, les Portugais aussi, les Espagnols, les Italiens 99%. Donc, et pour vous montrer le sujet, qui va me permettre de rebondir rapidement sur les besoins de santé et l'organisation du système de santé qu'on doit mettre en place, les 70-79 ans, la tranche d'en dessous, qui avait bien compris son risque, eux, ils étaient vaccinés et qui avaient ce qu'on appelle l'autonomie de décision et d'aller se faire vacciner. Eux, ils se sont vaccinés à 97%. On voit bien que ce n'est pas un sujet de scepticisme. Il n'y a pas de raison que les plus de 80 ans soient plus sceptiques, vu le risque individuel qu'ils avaient, que les 70-79. Pourquoi? Parce qu'on a un système de santé qui n'a pas su évoluer par rapport aux besoins de sa population, notamment pour ceux qui sont liés au vieillissement de la population française, et que nous avons un système qui date d'il y a 70 ans, qui n'a jamais changé, jamais, et qui est uniquement structuré sur ce qu'on appelle le dogme curatif. Vous êtes malade de quelque chose, vous êtes soigné. Et puis c'est tout. La victoire du curatif, ça a permis de faire vieillir notre population, de gagner en longévité. On est bien d'accord. Mais ça a aussi modifié les besoins, avec l'apparition de ce qu'on appelle la maladie chronique et les maladies chroniques, la polypathologie chronique qui arrive avec l'avancée en âge. Et notre système est totalement désadapté. Il ne sait pas gérer les maladies chroniques. Il ne sait pas le faire. Alors que c'est presque 80% des dépenses de l'assurance maladie. Désormais. C'était exactement l'inverse lorsque la Sécu était créée. C'était 80% sur l'aigu et 20% sur le chronique. Maintenant, c'est l'inverse. Mais le système n'a pas changé. Résultat, on est dans l'incapacité de faire se aller vers les plus vulnérables. Alors, en nombre, ce sont les âgés, mais il y a aussi, c'est finalement tous les vulnérables qui sont exclus du système de santé français. Les vulnérables sociaux aussi. C'est la même chose. C'est la même chose. On l'a vécu de la même manière dans le temps Covid. Donc on a un système très inégalitaire. On se vante d'avoir le meilleur accès au remboursement, et c'est vrai. C'est vrai, on vit dans un pays formidable sur son pacte social et le remboursement du soin, mais pour être remboursé d'un soin, encore faut-il l'avoir eu. Et c'est ça le problème. C'est là où on est très mauvais. Donc vous voyez que le sujet pour moi des besoins spécifiques des seniors en matière de santé, c'est l'évolution de ces besoins, la chronicisation des maladies, et où on voit que le premier élément, par exemple, je donne un verrou, demain je suis ministre de la Santé, la première chose que je fais, c'est définitivement bannir le paiement à l'acte. Comment? Le paiement à l'acte, c'est uniquement fait pour le curatif. Vous avez un problème aigu, vous êtes soigné de ce problème aigu, vous payez pour la réponse à ce problème aigu. Comment on peut imaginer l'ombre d'une seconde, si on est juste avec quelques neurones, que le paiement à l'acte est efficace pour gérer de manière continue des problèmes de santé liés à la chronisation des maladies? On ne peut pas gérer des problèmes continus
par du paiement ponctuel. Ça paraît assez évident, dit comme ça, je trouve. J'espère qu'on peut le partager. Donc vous voyez bien qu'on a un problème qui est lié au mode, au business model, comme on aime bien dire, du système de santé, de la façon dont on en paye les acteurs, et du coup de comment ils sont organisés. Un professionnel, il s'organise en fonction de la façon dont on le rémunère. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on voit bien que des sujets comme ça sont essentiels. On a besoin de réformer tout notre système de soins primaires, de le territorialiser, c'est-à-dire que vous avez en charge, vous organisez quelque chose d'holistique, bio, clinico, psycho, socio-environnemental, c'est ça la santé. Avant on disait médico-psychosocial, l'OMS change sa définition dans quelques mois pour définir l'état de santé comme étant bio, clinico, psycho, socio-environnemental. Donc on voit bien ce côté très holistique de la prise en soin. Comment on organise ce type d'approche dans le système actuel français? Impossible. On n'a déjà pas réussi à faire du médico-psychosocial. On n'a déjà pas réussi. Donc on voit bien qu'il faut territorialiser le soin primaire, faire des grosses structures avec tous les métiers dedans, organiser le aller vers, donc la structure de soins primaires comprenant toutes les professions et des nouvelles aussi, et notamment le médecin traitant. Les médecins traitants organisés, les citoyens ne doivent plus avoir le choix de leur structure de soins primaires, sinon on perd l'efficacité de la territorialité. Et par contre, en échange, tout le monde est pris en charge dans le territoire donné. Le pâté de maison, le canton rural, une CPTS 2.0 qui est efficace et qui fonctionne comme ça. Et derrière, on organise le recours. Dernier point sur l'OMS, si vous m'autorisez Solène, et après j'arrête, oui, c'est la place des médecines populationnelles. On discute beaucoup en ce moment avec les collègues à l'OMS sur le fait que la dérive liée à l'acte, quelque part, de la médecine technique conduit aux difficultés qu'on rencontre maintenant. Et que donc il faut reconstituer un pacte de médecine populationnelle costaud, évidemment en premier lieu avec les médecins, avec les GP, les médecins généralistes, mais aussi avec un appui sur les populations spécifiques. Et l'OMS, vous le savez, a défini 4 spécialités populationnelles: la pédiatrie, la gynécologie, dans son acception médicale, la gériatrie et la psychiatrie. Donc ces 4 disciplines populationnelles doivent venir en renfort dès le soin primaire, ce qui n'empêche pas leur structuration de recours sur les établissements. C'est comme ça qu'il faut voir la figure. Vous voyez, c'est un problème surtout de lutter contre les corporatismes, tant médicaux que sociétaux. Et voilà le Big Bang du système de santé. Si on veut répondre à cette question, comment répondre aux besoins spécifiques des seniors en matière de santé? Donc une approche plus holistique, c'est l'objet de cette table ronde, préventive, inclusive et mieux ciblée par rapport à des problèmes de santé spécifiques et avec l'accompagnement de nouveaux métiers et notamment quand même pour les médicaments, pour ce qui reste quand même important dans le curatif. Et c'est justement le lien avec Lilia Bultil, qui est docteur en pharmacie, qui est directrice générale adjointe en charge du groupe Phoenix, qui est le leader européen en matière de distribution de médicaments, mais pas que. Et c'est intéressant parce que justement, vous aussi, vous avez une approche nouvelle de ce métier, qui était je distribue des médicaments, qui est essentiel, mais vous allez plus loin. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette approche innovante ? Effectivement, donc je notamment pour les seniors. D'accord avec le professeur Guérin. Je vais vous parler de mon rôle de pharmacien, donc de docteur en pharmacie, et je prends le relais pour la transition sur les CPTS. Aujourd'hui, justement, j'ai envie de vous dire, c'est en cours. Le Big Bang est en cours. Il a déjà commencé avec les ARS, la création des CPTS, pour juste vous mettre au même niveau d'information. C'est les CPTS, c'est un organe de coordination d'un ensemble de professionnels de santé pour gérer un territoire. Et effectivement, le pharmacien aujourd'hui, en étroite collaboration avec les médecins, le docteur en pharmacie aujourd'hui n'a absolument pas vocation de se substituer, mais plutôt de travailler avec et d'avoir une vision plus globale et holistique du patient et de mettre le patient au centre de nos préoccupations. Je m'explique, aujourd'hui, le pharmacien, c'était
je vais y aller, le servile exécutant de l'ordonnance, et puis basta. Non, aujourd'hui la responsabilité, aujourd'hui notre responsabilité à tous, c'est la prise en charge globale du patient, c'est de venir en complément et en travailler en commun. On en a parlé tout à l'heure, Solène, de la désertification médicale. On a parlé du Covid il y a une minute, c'est que de dire aujourd'hui, le Covid a montré que le hub de santé était la pharmacie parce que c'était accessible. Mais pas que. Et nous, dans le groupe aussi, je suis pas là pour parler du groupe, et c'est de dire, on est fournisseur de solutions. On ne délivre pas que du médicament, on délivre de la santé. Et en tant que professionnel de santé, aujourd'hui, source INSEE, 65% de la population dans les années de 2050 sera âgée de plus de 60 ans. Donc, comme le disait le professeur Guérin, aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte. Il y a 50 ans, l'espérance de vie, je parle sous votre contrôle. Un tiers de la population en 2030. C'est ça. Et donc, du coup, si vous voulez, aujourd'hui, il faut s'adapter aussi au vieillissement de la population. Et s'adapter, c'est quoi? C'est aussi se former. C'est aussi se former, se mettre au courant, c'est de répondre aux besoins tels qu'ils évoluent. Et clairement, en tout cas, la partie que nous avons pris, nous, c'est de travailler sur tout ce qui est traitement chronique, c'est de mettre à disposition le bon produit au bon moment. Je crois que vous allez aborder la disponibilité des produits. Et enfin, former le pharmacien à pouvoir gérer l'observance, parce qu'il y a ces deux soucis aujourd'hui avec le vieillissement de la population. C'est l'observance, et la iatrogénie. Est-ce que vous savez l'observance et la iatrogénie, ce que c'est? Alors, l'observance, c'est juste l'adhérence au traitement, c'est de prendre son traitement correctement. Des études ont montré que aujourd'hui, plus d'un patient sur deux était inobservant, ne faisait pas, et ça coûte. En clair, pour les plus de 70 ans, c'est un patient sur 3 a plus de 7 médicaments, et un patient sur 3 est observant, c'est-à-dire les 2 tiers. Les 2 tiers ne sont pas observants. Coût. Désolée, je vais parler un peu d'argent. Coût pour la société. C'est un sujet. Plus de 9 milliards. 9 milliards d'économies possibles juste sur les pathologies chroniques. On ne s'est pas concerté avant pour autant, et pour autant on a ces chiffres-là. C'est des sources HAS et INSEE. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, effectivement, c'est la disponibilité des produits, mais c'est aussi l'observance. Et bien évidemment, et là c'est le lien entre nous tous aujourd'hui, c'est comment accompagner par les aidants, par les structures, nos pairs, nos personnes âgées, sur l'accompagnement pour prendre le bon médicament, la bonne personne au bon moment. Et voilà. se maintient. Et c'est pas neutre, parce qu'en termes de gestion des risques, moi j'ai eu l'occasion de le traiter en termes de responsabilité médicale pure par rapport à un labo qui effectivement avait prescrit hors AMM un AINS qui a conduit à un syndrome de Lyell sur une senior qui a eu donc une fin de vie atroce, une hospitalisation, des frais évidemment qui auraient pu être évités. Et ça pose aussi cette question du dossier médical, parce que qui commence à comme le DMP, ce serpent de mer, qui ne marche pas forcément encore très bien, alors que c'est essentiel justement. Est-ce que vous avez aussi cette vision? On a exactement cette analyse-là. Aujourd'hui, le dossier médical, aujourd'hui malheureusement, c'est en cours. Je suis assez positive, hein. Je me dis qu'on va y arriver. Et le fait de digitaliser le dossier du patient entre professionnels de santé va permettre justement, et c'est vraiment le cas, merci d'avoir donné cet exemple-là, de vigilance. Et aujourd'hui, le pharmacien est aussi responsable dans la délivrance. Et c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de développement et de démocratisation de ce dossier médical pour pouvoir appréhender pour les infirmières, les kinés, le pharmacien, la prise en charge du patient de façon holistique.
Parce que le médecin n'est pas censé savoir sur tous ses patients. Ils ont 60 patients par jour parce que justement dû à des certifications médicales. Le gériatre, lui, en EHPAD, quand il passe, il voit le patient, mais il a besoin aussi d'avoir l'historique et de savoir s'il y a bien eu l'observance, qu'est-ce qui s'est automédiqué ou pas le patient. L'automédication aujourd'hui est assez importante et il faut aussi prévenir les risques de iatrogénie, c'est-à-dire tout ce qui est effet secondaire, tout ce qui est effet croisé de produits et aussi vous savez que les personnes, alors ça aussi pareil sous votre contrôle, les pertes de poids peuvent modifier la posologie, la filtration glomérulaire, le foie, l'élimination hépatique, et ça, le médecin évidemment le voit suite aux visites, mais le pharmacien, l'aidant quand il va chercher le traitement, l'infirmière quand elle passe à administrer les soins, ou en EHPAD, si vous voulez, tout ça, c'est vraiment, on se dirige vers la prise en charge, enfin, on doit se diriger, voilà, vers la prise en charge holistique. Et aujourd'hui, ce n'est plus le traitement n'est plus uniquement centralisé sur le médecin, mais sur l'ensemble de ces professionnels de santé. Et professionnels de santé, merci beaucoup. Et puis également les acteurs et actrices qui sont autour, qui sont tout aussi fondamentales dans cette approche holistique. Docteur Christelle David-Bazet, vous êtes responsable des affaires scientifiques et médicales, nutrition adulte et docteur en pharmacologie expérimentale et métabolique du groupe Danone, à travers sa filiale Nutricia qui est, si je crois bien, distribuée dans les pharmacies. Puisque ce sont dans les pharmacies, on a quand même ces compléments alimentaires et des produits. Pour la petite enfance, on a les maternelles, etc. Et puis, en fonction des besoins nutritionnels évolutifs en âge, il y a des produits, effectivement, dont Nutricia, dont vous allez nous présenter, parce que Nutricia, c'est le leader européen aussi en matière de santé nutritionnelle, et qui a un rôle fondamental dans cette approche holistique en préventif, mais aussi dans le soin, dans l'accompagnement, avec des médicaments, avec d'autres soins. Oui, merci. Donc effectivement, chez Danone, en fait, on est très, très connu comme une marque de grande distribution de l'agroalimentaire. Et en fait, il y a une partie qui est médicale, parce que tout simplement notre vision, notre mission, c'est vraiment d'apporter la santé par l'alimentation à tous en tant qu'être humain, du plus petit au plus âgé, et aussi dans des situations de fragilité, et notamment des situations pathologiques. Alors effectivement, on s'inscrit complètement, même si on n'est pas une entreprise pharmaceutique, un laboratoire pharmaceutique, on est un laboratoire sur la partie Nutricia qui dépendons du dispositif médical. Et donc, en termes de nutrition, effectivement, on s'inscrit complètement dans le fait d'avoir une prise en charge holistique, globale, autour de la personne âgée. Pourquoi la nutrition, c'est important à prendre en compte pour la personne âgée. Quand on vieillit, en fait, et je dirais dès mon âge, mais bien sûr, de manière accentuée, peut-être, c'est toujours difficile de donner un âge précis, mais 65 ans et de manière encore accrue au-delà de 75 ans. Et là aussi, je parle sous votre contrôle, on a des besoins... Vous pouvez intervenir quand vous voulez, docteur, vous êtes témoin, vedette. On a des besoins physiologiques qui changent. Et donc, en termes d'apport nutritionnel, pour ce qui concerne ma partie, je dirais, effectivement, on a un besoin accru, notamment en protéines. Et tout ça peut s'accentuer aussi par des modifications physiologiques qui peuvent être liées aussi à l'âge ou à la pathologie, qui peuvent être des problématiques liées à la perte d'appétit, qui peuvent être des problématiques de déglutition, quand on commence à avoir un peu du mal à mastiquer, à mâcher, à avaler. Aussi des choses qui peuvent être aussi liées à tout ce qui est la capacité à avoir des réserves d'eau, d'hydratation qui sont importants.
Et tout ça fait que, en fait, on peut arriver dans des situations de dénutrition. Et la dénutrition, en fait, juste pour que tout le monde soit sur le même pied d'information, c'est pas juste la perte de poids, c'est aussi la fonte musculaire. C'est-à-dire que nos muscles, en fait, on en perd au fur et à mesure qu'on vieillit. Et ce que vous dites, justement, enfin, là d'actualité, j'ai encore vu Bill Gates et Melinda et leur fondation qui ont axé leur action philanthropique sur ce fléau de la dénutrition qui affecte 1 personne sur 3 dans le monde, mais effectivement aussi en France, hein, bien sûr. Donc enjeu de santé publique absolument majeur, avec ces carences alimentaires qui affectent l'état de santé et avec cette avancée en âge aussi qui nécessite ces besoins spécifiques. Et donc c'est tout à fait aussi fondamental. Je ne sais pas si c'est remboursé ou pas. Une question comme ça. Oui, alors effectivement, quand on se parle de compléments nutritionnels, que ce soit oral, par la bouche, ou entéral, on va dire par d'autres voies. La sonde aussi pour les personnes en situation de handicap qui se nourrissent pas. Comme c'est du dispositif médical, c'est uniquement sur prescription médicale et donc c'est remboursé par la sécurité sociale. Alors bien sûr, ce n'est pas le tarif des médicaments et on ne prétend pas non plus guérir comme certains médicaments, mais encore une fois, on apporte une vraie plus-value dans le cadre d'une prise en charge globale. Il faut savoir que dans certaines pathologies, en fait, avoir une prise en charge nutritionnelle associée à une prise en charge médicamenteuse, thérapeutique, peut aider vraiment le patient à aller être justement observant et aller jusqu'au bout de son traitement. Mais alors, est-ce qu'il ne manquerait pas justement dans notre chaîne de soins de santé aussi, professeur, et puis c'est une question qui me venait, mais gériatre, ça fait un peu peur. On imagine que le gériatre, c'est pour les personnes très 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 âgées, c'est jamais nous, très très malades. Mais en fait, moi j'ai fait un colloque en Guadeloupe et finalement les gériatres, certaines personnes allaient les voir vers 50-60 ans en préventif. Et peut-être est-ce qu'il y a cette approche en fait globale avec la nutrition, le sport, etc., qui pourrait être inclus justement plébiscité plutôt que quand c'est trop tard éventuellement. Trop tard. Alors oui, on va essayer de changer de nom, d'accord. J'ai entendu votre remarque. Donc, j'ai quelques collègues dans la salle, on va réfléchir collégialement pour changer le nom de notre discipline. Le gériatre, effectivement, mais finalement ça va avec l'évolution de notre vision du soin, globalement. Agit de plus en plus tôt, et notamment le sujet de la prévention. On parlait du petit groupe informel du G7 sur la transition démographique ou de l'OMS Europe et internationale. Le sujet de la prévention est un sujet clé pour des tas de raisons, alors, y compris le sujet que la transition démographique va obliger à travailler beaucoup plus longtemps, donc il va falloir qu'on soit en forme. Et c'est bon pour la santé. C'est la consigne qui nous est donnée pour améliorer l'état de santé de la population. C'est assez peu altruiste, mais très utilitariste, mais ça me paraît aussi très normal pour qu'on puisse tenir, ne serait-ce que nos appareils productifs. Mais bon, c'est pas le sujet de la table ronde là. En tout cas, les parcours de prévention à l'heure actuelle doivent être holistiques, hein, bio, clinico, psycho, socio, environnemental. Ils sont non structurés à peu près partout dans le monde. Au mieux, vous avez de l'activité physique adaptée d'un côté, du conseil diététique nutritionnel de l'autre, de la stimulation cognitive, de la gestion des émotions. Donc vous avez des panels un peu comme ça fait, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire quand et à quel moment. Dans le groupe OMS dans lequel on travaille, là, on a décidé de fixer les interventions de prévention à la fois sur la population enfant-ado, ça c'est moi mon sujet, mais c'est essentiel, et sur un range d'âge qui est 55-75 ans. Pourquoi ? Parce qu'il faut rationaliser notre capacité d'action. Donc les interventions de prévention, c'est par exemple APA, conseil diététique nutritionnel, vaccination, enfin, toute cette vision holistique de la prévention, gestion des émotions, oui. Très très important aussi, hein. Détection la santé mentale, du psychotrauma, enfin, bref. Le sujet santé mentale est critique partout dans le monde, là maintenant. Ça ne veut pas dire qu'avant on ne fait pas, on fait de la promotion de la santé, et ça ne veut pas dire qu'après on ne fait pas, et on ne fait plus, on fait aussi, mais on rajoute la prévention de la perte d'autonomie. Donc c'est un peu comme ça qu'on essaie de structurer actuellement l'approche. Vous avez compris, les parcours de prévention ne sont pas structurés de manière intégrée. Donc ça, c'est un vrai défi. On a pas mal de recherches à faire encore pour savoir comment faire et comment intégrer au mieux. Le deuxième élément, c'est que si on est bon en prévention, il faut qu'on l'accroche aux soins. Ça serait une erreur catastrophique, je pense,
que de dire que la prévention, c'est le champ, c'est le boulot, par exemple, des collectivités territoriales, des associations. Évidemment, les collectivités territoriales, les associations et les entreprises sont nécessaires à être intégrées dans la démarche préventive, mais il faut l'accrocher au sanitaire, parce que si on est bon sur la prévention, ce qu'on va faire, c'est du diagnostic précoce. Et si on fait du diagnostic précoce, il faut qu'on soit bon derrière pour mettre ces sujets, ils étaient en prévention, ils n'étaient pas malades, qui deviennent du coup des patients, parce qu'on a fait un diagnostic, dans des parcours de soins robustes. Et à l'heure actuelle, ça non plus, c'est pas organisé. Et vous voyez, il y a à la fois l'organisation holistique intégrative des parcours de prévention, là il y a du boulot, et l'intégration derrière, vous voyez, le switch avec le système de santé pour les parcours de soins, pour mettre tout de suite celui à qui on a fait un diagnostic dans la bonne filière de soins. Ouais. Beaucoup d'enjeux, mais on le voit, même la nutrition du coup, œuvre pour la perte d'autonomie aussi. Enfin, pour finir, voilà, c'est bénéfique aussi, ça fait partie de ces points-là. Même pour la gestion des émotions, j'ai fait un atelier alimentation, gestion du stress dans un EHPAD, et aussi pour la direction, pour justement apaiser les violences. Enfin, tout ça peut entrer, et le rôle important des entreprises aussi, qui peuvent mettre en avant peut-être ces dispositifs. Et oui, là-dessus, Olivier, je te rejoins complètement. En fait, c'est vrai qu'en tant qu'industriel, on a un vrai rôle à jouer dans ces programmes de prévention. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent sur notre territoire de ce point de vue-là, et Danone ainsi que Danone Écosystème et l'association Ciel Bleu mettent en place d'ailleurs sur le territoire un programme dont j'ai parlé rapidement hier, qui touche, on va dire, des bénéficiaires allant de 60 ans aujourd'hui jusqu'à 84 ans parmi ceux qui ont participé, et qui repose sur un triptyque auquel on croit beaucoup, qui est d'associer la nutrition, l'activité physique adaptée, et effectivement aussi le lien social, parce que tout ce qui est l'isolement est aussi à prendre vraiment en considération dans le fait que ça maintient aussi dans l'autonomie les personnes qui, faut quand même se le rappeler, sont dans une grande majorité au niveau du territoire désireuses de rester chez eux et de ne pas être institutionnalisées aussi d'une manière générale. Donc en tant qu'industriel, vraiment, on a un rôle à jouer, j'en suis convaincue à ce niveau-là. Et je pense aussi, pour compléter, si tu me permets, c'est qu'on a aussi un vrai rôle à jouer en termes de sensibilisation. Parce que quand on a 55 ans, on ne se sent pas vieux. C'est personnel. C'est personnel, mais en fait c'est vrai. Et quand on a 60 ans, on ne se sent pas vieux. Et quand on a 65 ans, on ne se sent pas vieux. Et donc du coup, la prévention, on ne se l'approprie pas. Écoutez, merci beaucoup, et pour ce lien aussi fondamental, alors pour ce lien social, je ne peux qu'adouber, moi j'ai participé moi-même deux pas de côté qui sont un jeu intergénérationnel pour créer du lien avec une thérapeute, et qui a des effets très bénéfiques justement sur les personnes qui l'utilisent, notamment âgées, comme un outil, et puis un concours de poésie aussi, on n'a pas le temps de tout, mais il y avait de la poésie hier soir, donc on pourrait en parler, qui a des effets aussi extraordinaires sur les personnes, sur la stimulation, l'autonomie, le plaisir, enfin c'est assez extraordinaire. Et donc, pareil, aussi l'importance justement du maintien à domicile, comme vous le disiez, vœu numéro 1, mais aussi d'autres solutions alternatives ou qui sont en collectivité, qui sont aussi bénéfiques. Et là, je me tourne vers d'abord Corinne Benzekri, vous êtes directrice nationale de l'action médico-sociale de la Fondation Kazi Kojak-Zor, vous pourrez vous présenter. Mais pas que, vous êtes présidente du collectif Je t'aide, et vous avez aussi une action, alors on ne pourra pas tout évoquer, mais auprès des services de mandataires judiciaires à la protection des majeurs, on sait que c'est important. Mais surtout, vous vouliez axer votre message sur justement l'accompagnement de personnes, notamment en situation de fragilité, mais dans les EHPAD, et avec cette vision démographique de ces besoins spécifiques. Comment vous pourriez justement... quel rôle jouez-vous ? Redonner un peu effectivement le contexte dans lequel j'interviens, parce que c'est au niveau national, parce que j'ai des établissements dans toute la France, donc je dirige effectivement 12 établissements et services sur toute la France. Et dont aujourd'hui seulement je parlerai de nos 4 EHPAD. Donc nous avons un à Nice de 176 lits, et je précise, puisqu'on a parlé de cette population accueillie, du lien social, mais moi je rajouterai aussi la partie bien-être,
bien vivre, en tout cas le mieux possible. Et donc sur notre EHPAD de Nice, nous avons, c'est un EHPAD labellisé Humanitude. Très bien. Et Ok. donc ça me semblait aussi important de faire un focus. Donc tout le travail de bientraitance et d'accompagner autrement la personne fragile, ça me semble aussi un élément important. Nous avons donc à Aix-les-Bains un EHPAD de 80 lits et nous avons un EHPAD dans le 19e de 80 lits. C'est sur ces 3 établissements que je fais 2-3 items, puis après plutôt un échange libre que je souhaitais du coup montrer des éléments de base qu'on rencontre quotidiennement dans nos établissements. Du coup, c'est la... Alors, juste au niveau... Vous avez raison, parce que les EHPAD, on sait ce qui s'est passé les dernières années, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de bonnes initiatives et de bonnes pratiques dans les EHPAD, notamment avec ce label Humanitude qui, justement, œuvre pour que le geste voilà, réponde aux droits et libertés. Voilà. Donc, parce que là, on ne l'a pas encore dit, il me semble pas en tout cas, on ne parle pas assez d'agisme. On a ce phénomène aussi, en vieillissant, plus on vieillit, moins on a la capacité de s'exprimer, plus on est dépendant, moins on est peut-être pas toujours accompagné, on a cet isolement qui a été évoqué, mais on est face aussi à une société qui n'accepte pas le vieillissement de la personne, et du coup cette personne âgée va se retrouver rejetée. Voilà. Mais avant ça, je vous propose d'évoquer quelques éléments. Donc on voit bien déjà que dans les 3, donc on est dans 3 régions différentes de France, l'âge, c'est d'abord le genre, majoritairement des femmes, c'est ça qui ressort dans nos EHPAD. Les messieurs ne sont déjà plus très là, enfin, quand eux arrivent. On voit... peut-être qu'ils n'ont pas fait une démarche de voilà. préventif suffisante. Plus présent. Donc on a vraiment, quand on rentre en EHPAD, on voit surtout des femmes. Et vous voyez qu'on soit à Nice, à Aix-les-Bains ou à Paris, le sujet est le même. Et on a vu un glissement qui est ressenti par les équipes. Et puis j'aimerais aussi évoquer juste après la notion de formation. Parce que historiquement, puisqu'on est dans un bâtiment historique, l'histoire de France, avant on allait en maison de retraite, d'accord ? Une fois qu'on avait passé un certain temps à travailler. Aujourd'hui, c'est plus la notion maison de retraite. Alors le Covid a fait qu'on connaît mieux le mot EHPAD, on sait maintenant ce que c'est, et puis encore mieux depuis que les Fossoyeurs, qu'il y a eu le livre des Fossoyeurs, qui a carrément terni l'image des EHPAD et ce que ça apporte aussi et aux résidents accueillis et aux familles. Parce qu'on a tellement terni, on va dire, l'image des EHPAD ces dernières années, que le phénomène est très flagrant. Les familles arrivent avec leurs proches en EHPAD de plus en plus tardivement et dans des situations assez catastrophiques, puisque, faut savoir, c'est un vrai combat aujourd'hui pour l'accompagnement à domicile. Avoir un médecin généraliste, un médecin traitant ou le médecin de famille, ça n'existe presque plus. Les médecins le disent clairement, on n'a pas le temps d'accompagner à domicile, et c'est pas une assemblée d'experts ici que je ne viens pas revendiquer, mais c'est une réalité. Je veux dire, un médecin qui intervient auprès d'une personne qui est pluripathologique à domicile, c'est complexe. En dehors de les données que vous avez données, madame, du fait de prendre ou pas les traitements ou de mélanger, mais ça se retrouve aussi en EHPAD. C'est-à-dire que la personne, quand elle arrive, souvent elle a son petit sachet de médicaments que son proche va continuer à lui fournir, même en étant à l'EHPAD, et sur laquelle on n'a pas toujours de vue. On n'est pas là pour fouiller les affaires personnelles des résidents. Mais on voit bien cette problématique liée au traitement. Donc on voit un facteur d'âge, un facteur de genre, plus de femmes que d'hommes, et une évolution. Juste après, on va le voir sur les slides d'après, du GIR. Donc le GIR, qui, vous savez ce que c'est le GIR ? Un indicateur de dépendance. Et donc on voit de plus en plus que dans les 3 EHPAD, la majorité des personnes accueillies sont sur un GIR 1 ou 2 qui marque quand même un accompagnement. Pardon. En fait, peut-être pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le GIR, on est toutes GIR 6, GIR 5, on espère, 4, 3. 6, je pense. Plus on est dépendant, plus on arrive, GIR 1. Ça voilà, GIR 2, peut-être professeur Guérin donner quelques éléments, mais en tout cas, voilà, si vous voulez, en GIR 2, la personne peut encore s'exprimer, etc., mais elle est en perte d'autonomie. En GIR 1, la personne a des troubles cognitifs et elle a besoin d'aide pratiquement dans tous les actes de la vie quotidienne, que ce soit pour se nourrir, pour se vêtir, pour se laver, pour sa vie sociale, etc. Donc on voit bien qu'on a un phénomène de vieillissement assez massif, et se pose la question en EHPAD
des professionnels qui interviennent, qui n'ont pas forcément été formés, que ce soit les aides-soignants, mais tout le personnel, à ce vieillissement passif, à la lourdeur de l'accompagnement. Il faut former les professionnels à tout ce qui est le plus lourd aujourd'hui. Or que non, eux, ils sont venus pour accompagner une personne âgée, pas une personne pluripathologique avec des troubles physiques, cognitifs, etc. Voilà. Et en plus, je pense qu'il y a aussi toute une réflexion à avoir sur les unités protégées, les unités PASA. Voilà. Donc on a beaucoup de systèmes qui sont mis en place qu'on pourrait appeler parcours en EHPAD, qui ne sont pas simples. Un aidant, quand il arrive en EHPAD avec son proche, souvent parachuté, hein, le résident arrive, il est à l'hôpital, il s'est fait une fracture à la maison, et puis l'hôpital nous appelle en nous disant monsieur ne peut pas rentrer, est-ce que vous avez une place? On ne peut pas lui permettre de rentrer à domicile. Donc on a des résidents de plus en plus qui arrivent pratiquement avec leur tenue de l'hôpital, sans aucune idée de pourquoi il est là. On a tout traité avec la famille en urgence, et il faut savoir quand même que les personnes âgées arrivent, on va dire presque atterrissent en EHPAD aujourd'hui dans des situations, donc ce qui pose la question du droit de la personne, de son choix, de la complexité pour une famille, et souvent c'est les enfants qui se retrouvent à gérer en urgence la problématique de leurs proches qui arrivent, qui est dégradée, qu'ils ont essayé de porter le plus possible à domicile. Vous parliez de cette notion de mesure de protection. La plupart d'entre eux en EHPAD n'ont pas de protection. Ça veut dire que leurs proches signent à leur place énormément de documents, que ce soit bancaire, que ce soit au niveau immobilier, etc., en ne sachant pas que ça ne leur est pas permis et que ça les met en risque eux-mêmes, juridiquement. Donc il y a un vrai travail aussi à faire autour du droit de la personne, du maintien de ses acquis, du faire ensemble, enfin en tout cas le maintien à domicile, on dit le virage domiciliaire, mais pour ça il faudrait qu'il y ait les moyens. Un médecin traitant ne peut pas venir au chevet d'un patient à domicile toutes les semaines, ce n'est pas possible, on n'a pas les moyens pour ça. Et après, il y a cette notion de prendre son traitement. Donc il y a effectivement émergent ces piluliers sécurisés qui permettraient à une pharmacie... Les chariots, les petits robots aussi qui proviennent... qui permettraient en tout cas de mieux suivre à domicile. Mais concrètement, quand ils arrivent en EHPAD, généralement ils vont très mal. Et on a du mal aussi à comprendre leur parcours. Ça prend du temps. Et mieux savoir d'où vient la personne, qu'est-ce qu'elle a vécu avant est important. Et peut-être une dernière slide où je donne des données des pathologies. Donc on voit des personnes qui ont ça fait rêver. Des troubles cognitifs, des troubles... Et puis là, j'évoquais les traitements pris sur un des EHPAD. Vous voyez, on est sur beaucoup d'antidépresseurs. Le sujet de la dépression de la personne âgée est un sujet qui est assez connu aujourd'hui. Des benzodiazépines, des hypnotiques, des antalgiques, neuroleptiques, enfin... Voilà. Et ça, il y a l'explosif, vous l'avez évoqué, c'est un vrai sujet. Donc effectivement, le travail du médecin coordinateur en EHPAD, ça va être d'observer déjà le résident quand il arrive, de faire le point avec sa famille, et ensuite de travailler avec le proche et le résident avant tout, peut-être doter souvent, c'est d'enlever certains traitements au fur et à mesure, d'adapter, et de voir, d'observer que la personne finalement, on la maintenait à domicile parce qu'elle était en risque, donc on lui donnait plus de traitements pour la sédater, parce qu'elle criait ou elle s'enfuit en dehors de la maison parce qu'elle est trop cognitive, elle ne sait pas où aller, etc. Donc il y avait peut-être des traitements qui correspondaient à la problématique de l'aidant à domicile, qui doit faire face à ces problèmes lourds. Et c'est vrai qu'en EHPAD, on peut arriver à des fois retrouver plus d'autonomie. Souvent, ça, c'est pas connu. C'est possible. Il y a une réversibilité de l'autonomie quand on utilise justement notamment des situations stimulantes, non médicamenteuses, artistiques, etc. Exactement. Quand c'est bien géré. Le bien-être, rencontrer d'autres personnes, parce qu'on parle pas assez aussi de l'isolement des personnes âgées à domicile qui n'ont plus de lien avec la société. Qui parfois on voit même leur auxiliaire de vie, c'est elle qui va leur acheter la baguette ou c'est elle qui va aller leur faire leurs courses. En EHPAD, on peut retrouver une certaine citoyenneté finalement. Je suis dans un groupe, je m'exprime, j'apporte mon avis, je participe à une activité et je donne. Voilà, je suis une personne. Tout à fait. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de cet aspect-là, du bienfait de vivre en EHPAD.
On fait des activités magnifiques. Les EHPAD dans le 19e, la directrice avec l'équipe d'animation s'organise pour que chaque semaine, un groupe de résidents sorte à l'extérieur. Ils ont été au Louvre, ils ont été au JO, ils ont été à ils sont partout. Donc en fait, l'idée de la fierté de continuer à avoir du sens, à être dans cette société, et donc de lutter contre ce qu'on a comme a priori une personne en EHPAD, elle est là-bas pour mourir, et puis finalement après, voilà. Donc, or que non, c'est pas vrai. Et on peut avoir des résidents qu'on peut remettre à la vie juste par le lien social et la bienveillance et la bientraitance. Absolument. Peut-être, professeur, vous vouliez dire un mot, je vous ai vu hocher la tête, mais je peux dire, parce que hier aussi, il y avait l'importance, moi je ne peux que voir aussi la charge mentale sur les directions d'EHPAD qui n'ont pas les moyens d'accomplir leurs obligations. Avec cette évolution, ce sont de plus en plus de structures médicalisées, comme on l'a vu hier, sauf qu'il n'y a pas cette formation-là. Donc parfois, il y a dans les choix éthiques, de liberté versus sécurité, comme il n'y a pas de connaissance, il y a plutôt la crainte qui va prendre le pas, donc on va plutôt avoir des réflexes sécuritaires qui sont en fait contre-productifs pour l'autonomie des personnes. C'est une espèce de cercle vicieux. Donc il y a beaucoup de sujets sur ces points-là. Effectivement, beaucoup d'enjeux. Vous voulez dire un petit mot en transition ou on va passer justement au domicile parce que... Alors, très rapidement, merci beaucoup pour ce témoignage de vos établissements. Vous avez tout dit. En fait, il faut voir que le monde des EHPAD actuellement traverse une forme de crise existentielle qui est liée aussi d'ailleurs à son modèle de financement, qui fait que ça ne correspond plus. Il faut là aussi une refonte complète probablement du modèle EHPAD. Comme vous le dites, on a cette tendance lourde, alors qui s'est très accélérée avec le Covid, mais d'avoir des résidents de plus en plus lourds sur le plan et de la dépendance et du soin requis. Donc on a produit un rapport avec mon collègue Claude Jandel à la demande d'Olivier Véran et de Brigitte Bourguignon sur l'évolution des EHPAD et des USLD, des unités de soins de longue durée. En fait, on se rend compte que la moitié des résidents d'EHPAD en France actuellement ont des profils de soins requis qui relèveraient des unités de soins de longue durée. Oui. Donc on a un sujet qui est à la fois, comme vous le dites très bien, de maintenir cette vision on va dire de l'animation, mais au-delà de ça, bien sûr, de la vie en EHPAD, parce que c'est un domicile, ça doit le rester, et c'est un vrai sujet, je trouve, très beau d'inclusion sociale, de bienveillance, et donc ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses à visée récréative, puisqu'il y a celle aussi maintenant à visée thérapeutique, on travaille beaucoup sur ces sujets-là en ce moment, mais aussi de mettre plus de soins, parce qu'ils sont plus malades, oui. Et que c'est pas antagoniste que de vouloir bien les soigner et de vouloir leur donner plus de vie à côté. Ça nous est souvent opposé, notamment par des fédérations du grand âge qui disent « Ah oui, mais votre rapport, il médicalise ». Oui, d'accord, mais enfin, si on veut profiter de la vie, c'est quand même bien d'être plutôt en bonne santé. C'est pas parce que vous êtes en EHPAD que vous n'avez pas le droit d'avoir le soin dont vous avez besoin. Et donc, on a cet équilibre-là à trouver qui nécessite de revoir les modes de financement. Regardez, par exemple, je vous donne juste un exemple. Nous, on s'est beaucoup battu c'est un peu technique, mais la fusion des forfaits soins autonomie, ce qui est en cours en expérimental dans certains départements. Mais après, vous avez ce qu'on appelle le reste à charge pour les familles, dit forfait hébergement. L'alimentation est dedans. Alors, on en discutait tout à l'heure, enfin, Christelle vous l'a dit, l'alimentation, pour moi, c'est pas un sujet d'hébergement. C'est pas dans le reste à charge des familles. C'est du bien-être, c'est du soin. Du soin et de la qualité de vie aussi, et du plaisir. Mais on a un vrai et de la santé, sujet de modèle qui nécessite d'être... C'est pas dans la bonne case. Voilà, exactement. Pour finir. Et puis effectivement, et plébisciter les solutions comme hier ou comme Legrand qui est là, il y avait Présence Verte, il y avait Filien DMR, des solutions qui sont à la fois bénéfiques pour la liberté et la sécurité, et de manière encadrée évidemment, on ne peut pas développer, mais et le rôle des aidants, essentiel, et qui nous conduit aussi à Nicolas Hurtiguet, qui est du président du groupe Zéphyr, Senior Compagnie et Synerpa. Donc là, on retourne vers le domicile, parce que c'est
Pourquoi le choix final? Parce que c'est le choix numéro 1 des seniors, enfin de tout le monde d'ailleurs, et donc cet aspect de prévention depuis notre âge, de bien se maintenir en forme, du rôle des entreprises comme on l'a vu pour vieillir bien, mieux, à domicile. Mais c'est pas si simple non plus, il y a beaucoup de défis, donc vous vouliez nous livrer à la fois votre vision d'entrepreneur du secteur, très compliqué, et puis aussi peut-être aussi un mot avec cette président de Synerpa Domicile. Oui, tout à fait. Alors, je tenais tout d'abord à remercier Guy et son associé de m'avoir convié à ce forum et de m'avoir proposé d'intervenir par l'intermédiaire de Pierre-Alexandre Mouret, que je salue au passage. Alors, je suis entrepreneur dans le médico-social. Je me considère comme un entrepreneur à impact depuis 17 ans. Notre structure est à gouvernance familiale et on a encore plein de projets pour l'avenir. Donc, en dépit des enjeux, des difficultés, des challenges évoqués, on a à cœur de relever tous ces défis. Tout ce qui a été dit est très intéressant et fait écho à notre propre parcours entrepreneurial. On a d'abord créé Senior Compagnie, qui est un acteur, qui est toujours un acteur de l'aide à domicile, en faisant de la lutte contre l'isolement social notre cheval de bataille. Donc le slogan, ça a été plus qu'une aide, une compagnie. Et après, on s'est rendu compte de la fragmentation de l'offre de prise en charge à domicile, du côté très kafkaïen, du fonctionnement un peu en vase clos, HAD, SIAD, SAD, mater médical. Et donc, pour le béotien que j'étais à mes débuts entrepreneuriaux, c'est incompréhensible. Et aujourd'hui encore, donc que ce soit notre réseau ou bien la fédération que je préside, Synerpa Domicile, qui rassemble 1500 adhérents, SAD, PSAD, on passe énormément de temps à délivrer de l'information, à faire de la pédagogie sur qui fait quoi. Pour quelqu'un qui découvre le secteur, je me gausse souvent de toutes ces structures que j'ai connues en un peu plus de 15 ans, qui sont censées faire de l'information et de la coordination locale, mais qui, à vrai dire, dysfonctionnent, soit par manque de moyens, soit par défaut d'organisation. Moi, quand j'ai commencé, il y avait des clics. Après, j'ai connu des Mayas qui ont été instaurés dans le cadre du plan Alzheimer. Après, on nous a dit, et à chaque fois, on nous explique que ces nouvelles instances vont remplacer celles qui préexistaient, mais en fait, ça crée un empilement de structures. Donc après, il y a eu des PTA, après des DAC, maintenant des SPDA. Donc voilà, tous ces acronymes dont peu savent ce qu'ils veulent dire. Une interrogation écrite sur les acronymes à la fin de la séance. Exactement. Donc c'est extrêmement kafkaïen. Tout ça, ça a été évoqué. Alors désolé de effectivement parler de modèle économique, mais vous en avez parlé avant moi, donc je peux me permettre. Effectivement, on est dans le cadre d'un sous-financement chronique des acteurs du domicile, quels qu'ils soient. On appelle de nos voeux un virage domiciliaire, mais on ne le finance pas décemment. Et donc, alors, moi, entrepreneur, je m'en sors, mais ce n'est pas le cas de tous mes confrères. Et pourquoi est-ce que je m'en sors? Et ça m'inquiète parce que, en fait, j'arrive à finalement mixer la typologie de public qu'on adresse, que ce soit via nos activités d'aide à domicile, de prestataires de santé à domicile, de transport VSL, avec des publics relativement aisés, solvables, auprès desquels l'élasticité prix est un petit peu différente. Et donc, je vais effectivement pouvoir un petit peu, on reste sur des activités à faible marge, mais travailler ma rentabilité, ce qui me donne des capacités aussi d'investissement dans des outils informatiques, dans des NTIC, dans de l'innovation. Et puis, à côté de ça, puisque le but n'est pas d'être élitiste, on veut rendre accessible au plus grand nombre notre offre de services. À côté de ça, on a des activités qui sont très encadrées par les pouvoirs publics, puisque les bénéficiaires patients qu'on adresse sont solvabilisés par la sphère publique, mais dans un cadre hyper contraint où au mieux on est à l'équilibre et au pire on est déficitaire. Mais donc on s'en sort en équilibrant des activités où on accepte d'être déficitaire, et puis d'autres où on va pouvoir être rentable. Mais je crains qu'on ne s'oriente à l'avenir vers une offre d'aide et de soins à domicile à double vitesse, avec un système payant, private pay, pour malheureusement ceux qui en ont les moyens et qui vont avoir accès à certains types de services. Et puis pour le reste,
des interventions qui vont devoir rentrer dans un cadre hyper normé. Il a été fait allusion à la période Covid. Il a été fait allusion effectivement au livre Les Fossoyeurs. Alors en période Covid, ça a été un décloisonnement total. Là, nos aides à domicile pouvaient réaliser des tâches quasiment de soins. Enfin, tout était permis. Les acteurs du domicile ont été un peu la digue qui a permis d'essayer, autant que faire se peut, d'endiguer la vague, la déferlante de patients qui se faisaient hospitaliser. Il y a eu une hypermobilisation de l'ensemble des équipes qui se sont senties investies d'un rôle social, sauf que maintenant le soufflet est retombé. Derrière, on applaudissait d'ailleurs les aidantes, les personnes qui étaient tous les soirs à 20h, on applaudissait ces personnes qui maintenant sont retombées dans l'oubli. C'est un peu ça, et donc la réponse en fait un peu administrative aux problématiques, aux dysfonctionnements qui ont été constatés, c'est une bureaucratisation encore accrue, et on essaie d'aller chercher une amélioration de la qualité de prise en charge par un empilement de normes administratives, et donc il y a tout un tas de reporting qui doivent être produits. Alors cette exigence de contrôle, quelque part, elle peut s'entendre, mais elle est parfois faite en dépit du bon sens. Et ça ne déteint pas sur la qualité du management, puisque je pense que ça n'aura échappé à personne. On est confronté à une crise des vocations. Oui. Et donc, justement, et je terminerai mon plaidoyer par là, c'est que on appelle évidemment, nous aussi, de nos voeux, une approche plus curative, plus préventive. Et on trouve ça dommage de ne pas finalement plus s'appuyer sur les structures d'aide de soins à domicile, puisque la crise des vocations, elle touche tous les métiers du care. On est face à une pénurie de personnel qualifié. Et donc, pour revaloriser les métiers, redonner ces titres de noblesse aux métiers d'aide à domicile, d'auxiliaire de vie, d'aide-soignant, on pourrait en fait former et équiper tout ce personnel en s'appuyant sur toutes les nouvelles technos à développer des modalités de détection en fait, d'éventuelles aggravations d'état de santé, sujets qu'on ne leur confère pas aujourd'hui, et avec une analyse faite pour le coup par le corps médical, et donc transférer finalement une partie. On parlait des gabegies au niveau des budgets sécu sur l'inobservance, mais il y a tout un tas d'autres gabegies qu'on peut constater, ce qui permettrait de effectivement revaloriser aussi les conditions salariales, revaloriser les modèles économiques des structures qui sont aujourd'hui en grande difficulté, qui ont du mal à financer l'innovation, mais qui ont aussi tout simplement du mal à recruter. Bah, écoutez, merci beaucoup. Effectivement, j'avais réfléchi sur ces sujets. J'avais pensé à créer une nouvelle mission d'auxiliaire de soins qui serait rattachée au Code de la santé publique. Ça existe déjà à peu près en Suisse. Donc, ce seraient des nouvelles missions qui auraient plus de rôle, plus d'impact, donc plus de financement. Voilà, dans les réflexions. Merci beaucoup. Mais effectivement, dans ce secteur aussi, on peut rappeler à 90% féminin. Donc, c'est peut-être aussi là l'origine, j'ose le dire. Je le dis à tous les colloques, qui a décidé que ça serait un secteur dévalorisé. Et donc, il y a aujourd'hui quand même un gros lobbying à continuer. Vous voulez dire un petit dernier mot, ou sinon, j'ai vu que le maître de l'horloge était arrivé pour nous dire de terminer cette table ronde. J'avais peut-être une dernière question. Elle est à partir du jeu 2 minutes de bonheur ensemble, qui est dans les cartes. Si vous aviez très rapidement, normalement c'est 2 minutes par personne, mais il y a une question que j'aime bien, c'est j'imagine mon monde idéal. Est-ce que voilà, dans cette vision prospective de pouvoir couvrir les besoins spécifiques des seniors en matière de santé, mon monde idéal, en 20 secondes chacun. Comment qui veut commencer? Qui rejoint J'ai entendu une conférence il y a quelques mois de ça d'un président de Gérontopole et que j'ai beaucoup apprécié, qui disait, et donc du coup je vais le reciter, en 1700, dans les années 1700, dans le dictionnaire, le vieillissement c'était vivre longtemps, on y va, heureux, il y a du travail à faire, et puis surtout en étant sage, c'est-à-dire en étant le sachant. Aujourd'hui, quand on prend la définition du vieillissement, et donc on parle beaucoup de bien vieillir,
c'est le déclin inexorable de la personne conduisant inexorablement à la mort. Et je pense qu'aujourd'hui, pour rebondir sur les seniors, la richesse que constituent les seniors dans notre société, répondre à leurs besoins en matière de santé, il faut aussi changer la vision qu'on a du vieillissement et des seniors. Merci beaucoup. Un dernier mot, même si je me fais tout fait fâcher. Allez. Alors, Comme moi, ça, dernier mot rapide par personne. J'aurais dit un monde idéal, une meilleure prévention, de meilleurs traitements, bien suivis, et vivons heureux et en bonne santé. C'est bien de vieillir, mais vieillir malade, non. Vieillir en bonne santé, oui. Vieillir en bonne santé. Professeur, on fait dans l'ordre. J'avais pas réfléchi. Désolée, je vous ai pris court. Je dirais qu'on aura gagné, puisque on est d'accord, c'est sur les besoins spécifiques des seniors en matière de santé, on aura gagné ce pari-là si la mort du concerné ou vue aussi par les proches n'est jamais plus vécue comme une délivrance. La mort du concerné n'est pas des... C'est-à-dire... On aura réussi à répondre aux besoins spécifiques des seniors en matière de santé si, lorsque il y a moins de souffrance en fin de vie. concerné ou ses proches ne vit pas la mort du concerné, en l'occurrence, comme une délivrance. Et lui-même peut vivre comme ça. Et ça arrive assez souvent, malheureusement. Tout à fait. D'où d'ailleurs, je ne vais pas partir là-dessus, mais le débat fin de vie qui m'obsède un peu et obsède la communauté gériatrique sur la façon dont c'est tourné. Voilà. Mais effectivement, la mort comme délivrance, comme une délivrance, ça pose question. Donc une mort joyeuse, vive, prévenir. On a raté des trucs. Très rapidement, désolé. Une phrase. J'aimerais, du coup, puisque j'ai la parole, de penser à tous ces aidants, ces proches aidants, et je ne parle pas des aidants professionnels, qui sont effectivement bénévoles, une ressource essentielle pour la personne âgée et qui l'accompagne en prévention en matière de santé. Les aidants proches, donc les frères, les sœurs, les parents, quand il s'agit d'un enfant en situation de handicap, qui aujourd'hui maintiennent le système de santé, et ça a été très flagrant pendant la période de Covid, qui ont promulgué des soins, qui courent de partout pour pouvoir faire en sorte que leurs proches qui est en fin de perte d'autonomie puissent ne pas mourir tout seul à la maison et avoir les soins qu'il lui faut. Mais cette charge-là, moi, mon alerte, c'est un risque pour ces aidants que demain, ils soient en moins bonne santé que leurs proches. Et qui meurent même plus vite selon les statistiques. Exactement. Et ça, c'est le rôle essentiel des entreprises qui peuvent avoir un gros rôle important. Qui meurent avant. Voilà. Donc, une alerte sur les aidants. Rien n'est fait. Et donc, collectivement, le rôle des entreprises dans les RSE, ça, il y a un axe majeur qui peut être mis en place pour ces sujets-là. C'est vraiment fondamental. Merci infiniment. Nicolas. Oui, là, on a dépassé le quart d'heure méditerranéen. Donc, une seule phrase. Mais je pense qu'on aura atteint l'objectif quand tous les parents seront fiers que leurs enfants leur annoncent qu'ils veulent exercer le métier d'aidant professionnel. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Et merci. Bonjour, merci pour la qualité de ce débat, vraiment. Xavier Garcia, Fagor Healthcare. Une question concernant la PDA, la préparation de doses administrées. Elle est vraiment très généralisée dans les EHPAD. Pourquoi elle ne l'est absolument pas au domicile ? Vous n'avez pas entendu ? Oui. Vous m'entendez mieux là ? Oui. Xavier Garcia, une question. La PDA, la préparation de doses administrées, le pilulier pharmaceutique, est extrêmement répandue dans les EHPAD. 95% sont équipés, et fort heureusement. La PDA, c'est aussi l'observance, du coup, puisque tout est centralisé chez le pharmacien qui peut faire sa conciliation. Pourquoi n'est-elle pas du tout déployée au domicile ? C'est à faire. Le domicile a du retard en termes de structuration de l'offre, de développement sectoriel par rapport aux EHPAD et aux établissements de manière générale.
Ça reste un secteur où l'offre est beaucoup plus atomisée aujourd'hui, mais vous avez raison, c'est l'un des sujets qu'il faut développer sur le champ du domicile. C'est un retard qui n'est pas dû à un manque de volonté, c'est vraiment dû à un manque de moyens. Mais aujourd'hui, l'offre est en train de se structurer, donc on va y venir. Alors il y a un petit sujet pharmacien, comme mon voisin me le dit charitablement. Effectivement, aujourd'hui, la PDA est en cours évidemment d'adoption chez le pharmacien. Néanmoins, ça nécessite énormément d'investissement, ça il faut le savoir, et certains blocages réglementaires nous occupe pour pouvoir déconditionner les médicaments et les mettre en dose administrée en petits sachets. Mais effectivement, c'est un axe de développement nécessaire aujourd'hui et qui, je pense, va prendre le pas sur la dispensation dans le futur et qui pourra évidemment être administré à domicile. Mais il y a encore quelques freins réglementaires et quelques freins techniques à lever et pour pouvoir... le circuit du médicament. De l'inné de la tête, vous êtes partiellement d'accord. Mais si vous voulez, ceux qui le font aujourd'hui, il y a beaucoup de pharmaciens qui prennent le pas de la PDA, mais c'est énormément consommateur de temps, de moyens. Et comme vous le savez certainement, dans le monde de la pharmacie, à l'instar dans le monde des aidants, etc., on a un cruel manque de personnel. Et on ne va pas ouvrir le débat sur le manque de pharmaciens diplômés, le manque de préparateurs, qui fait qu'aujourd'hui, la PDA, oui, définitivement oui, c'est vraiment un axe de développement. D'ailleurs, en Angleterre, dans les pays du Nord, c'est extrêmement développé. Et du coup, je vais y aller. En Finlande, il y a un dispositif, un outil qui a été développé justement pour les aidants, enfin à domicile, pour préparer les doses de médicaments à domicile. Mais il y a quand même un certain nombre de freins et de précautions réglementaires et aussi sécurité à lever. Lilia, je connais vos métiers respectifs. Je vous propose de discuter directement. Il y a des sujets à porter sur la réglementation, effectivement. Bonjour, merci beaucoup d'être venu vers nous, d'être venu à notre rencontre. En tant que salarié d'une entreprise automobile, j'ai un rêve pour nous tous. J'ai retenu de notre table ronde, c'est la prévention et si possible le diagnostic avancé. Donc je rêve pour nous tous d'avoir un tableau de bord qui nous permet de maîtriser et de monitorer notre santé et avoir cette disponibilité et cette faisabilité, c'est pour quand ? Alors je vais répondre très vite parce que je crois que Guy souhaite mettre un terme à notre table ronde. Madame c'est la longévité de cette table ronde. La France vieillit, notre table ronde aussi. Non, ce sont les suivants qui, c'est ça. Qui sont pressés. Avant qu'on se fasse sortir par les suivants, Manu Militari. Ça me permet juste de dire un mot qui me paraît important, on en reparlera dans les tables rondes qui suivent, d'autres que moi, rassurez-vous, sur la transformation digitale. Parce que le système de santé et les professionnels vont vivre une transformation très profonde qui, de mon point de vue, sera très bénéfique aux patients, au sujet aussi, dans le sujet un sujet, ça veut dire qu'il n'est pas malade, donc à nous tous pour la thématique de la prévention et aussi probablement nous permettre d'épargner de la ressource humaine qui n'existe plus, pour faire court, crise des vocations, plus augmentation des besoins, on a une divergence massive à 15 ans, on mange notre pain blanc en termes d'accessibilité à un professionnel de santé aujourd'hui par rapport aux 15 années qui s'ouvrent devant nous, quoi qu'on fasse. Donc cette transition digitale me paraît absolument nécessaire. On en parlait un tout petit peu avec Solène, du coup on ne l'a pas abordé, mais ça va être très possible et ces tableaux de bord-là seront digitalisés bien sûr, mais très intelligents. Et vous voyez que le sujet du digital, c'est avant tout un sujet de transformation des organisations, et notamment du système de santé. Et pour reprendre le dodelinage de la tête de monsieur, le système de santé est pétri dans l'immobilisme, notamment lié au corporatisme
en particulier peut-être dans ma profession à moi, comme ça c'est dit. Donc je pense que ça va permettre peut-être de casser les corporatismes, on va dire, glaciaires. Et puis vraiment le dernier mot final, parce que ça rejoint justement pour clôturer cette table ronde, de cette prévention que l'on peut mettre en place, notamment pour les entreprises qui ont les moyens, qui ont dans leurs objectifs cette amélioration de la qualité de vie des personnes ou cette prévention. Il peut y avoir des sources de réflexion, de groupes de travail avec des RH, avec des médecins, justement, pour mettre au sein de votre groupe des bonnes initiatives, des bonnes pratiques, et qui pourraient donner envie à d'autres de faire la même chose, d'avoir cette politique pour les aidants, la prévention, le handicap, etc. Ça peut être aussi des innovations juridiques, éthiques, compliance, médicales intéressantes. Ok, je voudrais... Juste 2 mots, j'ajouterais juste, c'est que nous avons sur une table ronde sur la prévention, justement, qu'il y avait des aspects philosophiques dans la dernière question sur qui est vieux, en clair, et nous avions hier Roger Paul Droit, qui est un philosophe, et qui est responsable de l'éthique, entre autres, dans un groupe d'EHPAD, Fondation Partage et Vie. Et puis également un sujet qui a été abordé, et nous avons Dr Carigère sur la fin de vie, qui est un sujet que je tenais également à traiter. Bien, je vous remercie, et avec du retard, mais on va sauter la pause. La photo.